À l'occasion des élections municipales de mars prochain, Itinéraire Bis reprend la route à la découverte de villes mal connues et vous propose un tour de France inattendu. Dans cette émission, étape à Besançon, berceau de l'écologie et de l'horlogerie. C'est ici, il y a 40 ans, qu'est née la première zone piétonne en centre-ville. Ici aussi, il y a 40 ans, qu'a eu lieu l'un des conflits sociaux les plus retentissants de l'industrie horlogère. Aujourd'hui, où en est-on? La ville est-elle toujours aussi exemplaire en matière d'écologie? Que reste-t-il de l'industrie horlogère? Pour commencer, rendez-vous avec notre grand témoin. En 1973, la France découvre son visage et la lutte des ouvriers de l'usine de Montrelip. Charles Piaget, porte-parole du mouvement à l'époque, nous accueille dans son petit pavillon bisontin. Nous avons dit ce matin à l'Assemblée générale que l'usine était là où sont les travailleurs. Plus de banderoles, plus de slogans, mais un esprit toujours indigné. Charles Piaget, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, un lieu chargé d'histoire. Oh, un petit peu quand même, oui. Dans les années 1973, on a fait pas mal de réunions syndicales. Ici, dans la cuisine, Ici, autour de la table. voilà, autour de cette cuisine. Alors nous sommes en 1973, l'usine LIP, dans laquelle vous fabriquez des montres depuis l'âge de 18 ans, est menacée de fermeture et les 1200 salariés de l'époque se mobilisent. Oui, oui, en 1973, donc, le nouveau propriétaire de l'entreprise a mis l'entreprise en dépôt de bilan. Il voulait tout simplement supprimer un certain nombre d'activités et licencier la moitié des salariés. Nous devons prendre nos dispositions pour que dès demain matin se remettent en route toutes les commissions. Et plutôt que la grève, les ouvriers vont choisir de réquisitionner leur usine, leur outil de travail, avec un slogan: on fabrique, on vend et on se paie. C'était révolutionnaire. Exact, parce que en général, on ne voyait pas des choses comme ça. En fait, les salariés ont décidé, du fait qu'ils étaient menacés de disparition, ils ont décidé de reprendre l'outil en main et de se mettre à fabriquer et vendre et se payer. Et ça a été quand même assez spectaculaire parce qu'on a tout de même fait ça pendant 7 mois. C'était quand même assez rare à l'époque. Et on a vendu énormément. Il y a eu un soutien extraordinaire dans toute la France et même à l'étranger. On rappelle quand même qu'on a fait 7 mois. On a fait la paye pour 800 personnes. Tout seul. Ah, oui. Donc c'était vraiment énorme. Et LIP chez eux, on était chez nous. Chez voilà. vous, bah c'est ça, oui. D'autant plus la pointeuse. L'entrée du magasin de vente. Donc il y a des petits débats, des discussions. On vous reconnaît bien. Oui. Un regard préoccupé. Aujourd'hui, dans les grands conflits sociaux, les ouvriers parlent plutôt de faire sauter leur usine. Vous comprenez cette colère? Ah ben oui, ça, il faut reconnaître que c'est fou. Hein. On ne peut pas imaginer... Quand on essaye de réfléchir, comment une société peut accepter que plusieurs millions, 5 millions de personnes, 5,7 millions sont inscrits à Pôle emploi pour trouver du travail, pour chercher du travail. Soit parce qu'ils en ont un mais qu'ils ne les fait pas vivre, parce qu'ils ont trop peu d'heures, ou soit parce qu'ils sont carrément complètement au chômage. Donc c'est pas possible ça. On est dans une situation où on marche sur la tête. Donc là, il y a bien un problème de société. Vous vous êtes battu, ça n'a pas suffi. En 1977, c'était la fin de LIP. Le site existe encore, je vous propose qu'on y aille ensemble faire un tour. C'est parti? D'accord, allons-y. Allez. On prend la route que vous preniez tous les jours pour aller au travail. C'est loin? Oh, ça fait 4 km,3. 0,3, c'est précis.
vous vous battez encore avec et pour les autres. Ah ben oui, encore et encore. Maintenant, c'est avec le chômage, ça fait 20 ans que je suis dans l'association Agir ensemble contre le chômage. Vous avez toujours l'énergie de vous battre? Oui, toujours, oui. Bon, pas autant qu'avant, hein. Bon, l'énergie baisse. Et à force de se battre comme ça pour les gens, on finit pas par être désespéré, se dire les choses n'avancent jamais finalement. Non? Oui, Vous ça, avez encore de l'espoir? Mais ça, j'ai toujours de l'espoir. Oh, c'est facile à avoir de l'espoir parce que vous savez où vous allez là. Hein. Oui. Oui, c'est facile d'avoir de l'espoir parce qu'on sait que ou bien ça sera une sorte de barbarie sur la terre, ou bien il faudra qu'on arrête la concurrence, il faut qu'on aille vers la coopération, il faut qu'on aille vers la démocratie. On ne peut pas faire autrement. Nous y voici, l'ancien site LIP, et ce bâtiment-là, il est tel qu'il était à l'époque. Hein. Oui, celui-là, il n'a pas bougé. C'est le bâtiment de l'horlogerie, ici. C'est une partie de vous-même qui est ici quand même. Oui. Alors Charles, après la fermeture de l'usine LIP, une dizaine de SCOP, des sociétés coopératives, ont été créées par des salariés. Aujourd'hui, il en reste 2, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'on a l'héritière directe qui s'appelle comment? Alors, ça s'appelle LIP Précision Industrie. LIP, la petite sœur, on fabrique plus de montres, mais des petites pièces de mécanique. Des pièces de mécanique. On va voir? On rentre, hein. Il y a du monde. Des visages que vous connaissez? Oui, c'est les 2 anciens de LIP. Bonjour. Je vous amène quelqu'un de connu. Voilà. Ça va. Ça va bien? Ça va. Vous n'avez pas changé, hein? Françoise, pareil. Ton mari va bien? Ça va, Ton mari va bien. Une femme qui faisait de la mécanique à l'époque, vous deviez pas être beaucoup? Il y avait la Comment elle Fernande et s'appelle, puis la Mireille Fachin. La Mireille. Qui était sur la 2S. Mireille. Donc il y avait 3 Voilà, femmes. ouais, il y avait 3 femmes. Mais toi, tu avais un CAP. Ça nous avait pas mal épaté. Hein. Les Charentes. Monsieur Belladge, le directeur, Charles Piaget, que vous Enchanté. connaissez un peu, Oui, bien sûr. j'imagine. Oui. Vous êtes le directeur de cette société LIP Industrie Précision. Ici, on ne fabrique plus de montres et on est dans une société coopérative. C'est quoi une SCOP? Tous les ans, il y a une assemblée générale qui se met en place. On élit un conseil d'administration et dans ce conseil d'administration, on décide de mettre en place un dirigeant. Le dirigeant, donc, il est là pour 3 ans et c'est à lui de faire ses preuves pour faire fonctionner l'entreprise. Une SCOP, c'est travailler ensemble? C'est travailler ensemble, c'est quelque part une famille. On est tous à prendre ses responsabilités par rapport à la bonne marche de l'entreprise. Il y va de l'intérêt de tout le monde et s'il y a des bénéfices, en fait, on se partage tous. S'il y a des pertes, on les remet l'année d'après. C'est important ça pour vous? C'est très important. Comme ça, voilà, chacun a envie de se donner 2 fois plus parce qu'il sait qu'à la fin, il récoltera le fruit de son travail. À Besançon, vous créez de l'emploi, l'industrie horlogère crée encore un peu d'emploi. Le taux de chômage est en dessous de la moyenne nationale. Ça veut dire que cette ville, elle s'en sort mieux que d'autres. Comment on explique ça? Peut-être la capitale de la microtechnique, il y a un savoir-faire aussi qui existe depuis énormément de temps. Et à partir du moment où on reconnaît un savoir-faire dans une région, forcément, l'emploi se maintient quand même. Voilà. Nous, ici, peut-être qu'on a la chance d'avoir plus de petites et moyennes entreprises. Peut-être que ça nous aide aussi à passer le cap plus facilement. Merci. Au revoir. Oui, on va essayer. Voilà. Allez, on va faire une petite photo au milieu de chez LIP, du nouveau LIP, avec les nouveaux salariés. Allez. Charles au milieu, hein. Ah bah si. Ah, vous êtes parfait là. Alors, vous enverra les photos, c'est ça. Allez, on vous laisse retourner. Merci messieurs. Si la capitale française de l'horlogerie a été frappée de plein fouet par la crise dans les années 70, aujourd'hui, cette ville de 120 000 habitants affiche un taux de chômage de moins de 9%, 2 points de moins que dans le reste du pays. Une renaissance visible jusque dans les rues de la ville, avec la construction du futur tramway.
La marque Breitling ne s'y est pas trompée, elle est venue chercher ici une main-d'œuvre formée et moins chère qu'en Suisse et vient d'installer à Besançon son centre de réparation ultra moderne pour la France et la Grande-Bretagne. Baby, 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 don't you make me crazy, don't you make me crazy, baby, 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 don't you make me crazy, baby. Ici, on ne fabrique plus de montres, mais on les répare. Nous sommes dans les ateliers de la marque suisse Breitling. Jean Kallmann, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, dans ce lieu où vous réparez des montres, et pas n'importe lesquelles. On est dans le monde du bijou, du luxe. On est dans le monde du luxe, de l'horlogerie haut de gamme. Donc ici, on répare les montres et on les entretient. Une montre vendue entre 3 000 et 10 000 euros, ça peut tomber en panne? Bien sûr, ça peut tomber en panne comme n'importe quel objet mécanique. Si on n'entretient pas une montre, les huiles qui sont à l'intérieur vont sécher et à un moment donné, elle va beaucoup retarder et elle va s'arrêter. Merci. Toujours le calme, hein, partout. Ah, toujours le calme ici, c'est la règle absolue. Parle très bas. Bonjour. Alors, je vous présente Michel, qui est notre chef formateur Breitling. Chef formateur et horloger, comme tous. Jean, combien de montres sont réparées ici, dans cet atelier, chaque mois? Alors, entre 900 et 1000 montres par mois. Michel, ce modèle, c'est un des plus compliqués de la marque? C'est un des plus compliqués. Donc on travaille toujours avec une loupe et des instruments on travaille spécifiques. avec une loupe. On ne touche pas le métal avec ses doigts. Jamais. 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 Pour des raisons d'oxydation, pour des raisons de traces de doigts. Donc le mouvement doit être absolument impeccable. Ah, c'est vraiment des pièces minuscules. Combien de pièces on va trouver dans une montre comme celle-ci? À peu près 350 pièces à assembler. 350. Quelle patience! Non seulement de la patience, mais également de la mémoire. C'est-à-dire que l'horloger qui va démonter doit avoir suffisamment de pratique pour se rappeler de façon très précise, bien entendu, dans quel sens remettre les pièces. Michel, ça veut dire qu'il n'y a pas le droit à l'erreur quand on répare une montre? Il faut éviter. C'est un ensemble, un mouvement. Hein. Donc, il y a la propreté, il y a le blocage des vis, il y a la lubrification, la précision. Et s'il y a une erreur, on redémonte tout, on recommence. Il faut tout recommencer. On recommence tout à zéro. Ouf. Ça peut arriver. Jean Kallmann, on dit souvent que le coût du travail est plus élevé en France. Pourtant, ça n'a pas empêché cette marque suisse d'investir près d'1 million d'euros, je crois, dans cet atelier flambant neuf où travaillent près de 50 salariés, c'est ça? Nous sommes exactement 45 personnes. C'est un des plus grands centres du monde pour vous? C'est un des plus grands. Il y a encore des centres qui sont plus importants, comme aux États-Unis et en Angleterre. Mais Besançon fait partie du top 5 des plus grands centres à travers le monde pour le service après-vente. Il y a des marques comme Samsung qui vont sur la montre connectée. Est-ce que la montre mécanique a un avenir encore aujourd'hui? La montre mécanique, elle fait rêver déjà. C'est encore un instrument mécanique. Il n'y a plus beaucoup d'instruments mécaniques. On est entouré d'électronique, sans citer de marque, tout ce que nous avons comme téléphone, comme télévision, et vous avez cité une marque. Mais nous, Breitling, on reste dans la tradition horlogère avec cette montre mécanique qui est en quelque sorte un bijou qui donne l'heure. Merci beaucoup, Jean Kallmann. Avec plaisir. Sourire. Besançon, ville fortifiée qui résiste à la crise. Monument phare de la capitale de Franche-Comté, la citadelle. À 100 mètres d'altitude, elle domine la boucle du Doubs et la vieille ville. Livrée par Vauban en 1693, il aura fallu 20 ans de travaux à l'architecte militaire de Louis XIV pour édifier cette forteresse et ses remparts longs de 600 mètres, destinés à protéger la frontière est du royaume. Besançon, ville frontière, mais ville ouverte. Nous avons maintenant rendez-vous dans une salle de boxe française dans le quartier de la Planoise. 20 000 habitants, 50 nationalités et de l'énergie en concentré. Les petits loups, on commence, donc étirement. Débloque les épaules. Hein. La danse du ventre, Raoula.
Les garçons, ils ont un beau déhanché, les filles encore mieux. On va prendre les gants. Allez, on se dépêche un peu là, on s'endort pas. Champion du monde, champion d'Europe, champion olympique en matière de boxe, Besançon collectionne les titres et les athlètes. Bruno Line, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. C'est vous qui dirigez cette salle? Oui, avec mon collègue Philippe Bonguin, oui. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette salle? Eh bien, on pratique la savate boxe française. La savate boxe française. Alors quand on parle de Besançon, on ne pense pas forcément à la boxe. Et pourtant, ici, beaucoup d'athlètes sont passés. Il est vrai qu'on a tout un ensemble de champions tels que Mamadou Thiam, on a Morad Dakar et on a le petit dernier, on va dire, Kadhafi Djelkir, qui a fait les Jeux d'Athènes, les Jeux de Pékin, médaillé d'argent et qui se prépare d'ailleurs pour les Jeux de Rio à venir. Ici, vous pratiquez la savate, la boxe française. On la connaît moins que les autres, boxe anglaise, boxe thaï. C'est quoi la différence? La différence boxe anglaise, c'est que la technique des points, donc une boxe qui est très médiatisée à travers des gens comme Tyson, etc. Et la boxe française, il est vrai que c'est un sport amateur avant tout et exclusivement, il n'y a pas de boxe française professionnelle. C'est en fait une pratique qui conjugue la savate, les pieds et les poings. On peut travailler sur les lignes basses, médianes, visage avec les pieds et effectivement les poings aussi, quoi. Donc il y a une diversité de coups qui sont quand même très riches et en même temps c'est très aérien, donc c'est très beau. Khalid qui est là, c'est ça? Tout à fait. Il boxe depuis quelques années ici. Oh oui, ça fait une petite quinzaine d'années qu'il est chez nous. Ah oui. D'accord. Eh ben bonjour Khalid. Je ne sais plus si j'ai envie de te dire bonjour parce que là je suis impressionnée. Bonsoir. Ça fait longtemps donc que tu fais de la boxe, il nous disait, une dizaine d'années, c'est ça? 15 ans, ouais. Pourquoi la boxe plus que le foot? Alors à vrai dire, j'ai repris le foot en même temps que la boxe et je me suis plus blessé au foot qu'à la boxe. C'est vrai? Oui. D'accord. Je me suis fait de multiples fractures au foot et puis à la boxe, jamais rien. Jamais rien? Non. Même en combat? Ouais. Tu t'es rien abîmé, même pas le nez? Non, jamais. Bon, je sais pas après. À vous de voir. Hein. Non. Et qu'est-ce que tu apprécies toi dans la boxe? Qu'est-ce que tu trouves dans ce sport? Alors c'est dynamique, on peut se dépenser. En sortant du travail, voilà, on a envie de trouver autre chose. C'est important qu'il y ait cette salle ici, tu penses? C'est très très important. Parce que pour éviter de laisser des petits-enfants, des jeunes comme ceux-là, dehors, à l'extérieur, sans activité, livrés à eux-mêmes. On ressent une chaleur, on sait qu'on peut être aidé, pas seulement au niveau de la boxe, aussi ça peut aller plus loin au niveau du social. Bruno nous disait tout à l'heure que la boxe c'était aussi des valeurs. Ça donne des valeurs, oui. Moi je sais que même ça donne une fierté aussi. Je suis fier de dire que je fais de la boxe française. Eh bien on te laisse boxer avant que tu te refroidisses et on s'écarte pour pas se prendre un coup. Et Bruno, c'est aussi un club mixte ici. Ah oui, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de petits machos dans nos salles. Chacun boxe avec tout le monde, y compris. Alors c'est vrai que des fois, c'est un peu plus difficile pour un gars de boxer avec une fille, sachant qu'il va dominer. Mais dans la mesure où ce qu'on essaie de nous faire passer, c'est ce partage des savoirs. Effectivement, quand un gars va boxer avec une fille, des fois la fille va expliquer au gars, quand même, et réciproquement, quoi. Donc pour le coup, ça se passe vraiment dans une bonne ambiance, quoi. Et Bruno, on va même retrouver ici des jeunes filles qu'on va voir voiler dehors dans le quartier, va se retrouver sur le ring. Complètement. Et ça, c'est important aussi pour vous de casser ça? C'est génial, c'est super, parce qu'effectivement, on a des jeunes, de toute catégorie sociale et ethnique, qui peuvent venir chez nous sans a priori, sans rien, quoi. Quand on parle de quartier, on parle souvent de violence. Un sport violent, là où il y a plus de violence qu'ailleurs, ça peut paraître surprenant. C'est exactement ce qu'il faut. C'est exactement ce qu'il faut, parce que les jeunes, à travers une discipline sportive de combat notamment,
peuvent effectivement libérer cette agressivité naturelle qu'ils peuvent avoir en eux. Et c'est que tout bénef, autant pour lui que pour la cité, si bagarre il devait y avoir, oui, en effet. Ouais. Merci beaucoup Bruno, et je vous laisse pas partir puisque c'est la tradition, une petite photo, alors avec tous les boxeurs sur le ring. Justement. Ouh, je t'ai bien arrivé, c'était... Allez, tout le monde sur la photo. Par contre, il faut vous resserrer, hein. Vraiment, on se serre les uns avec les autres. Hein. Et on se tape pas dessus. Le cri de la victoire, là. Attention. 2, 3. Certains combattent pour la gloire, d'autres pour l'écologie. À Besançon, la ville s'est engagée dans une démarche verte depuis 40 ans. Entre petits gestes du quotidien et grands projets municipaux, on a maintenant rendez-vous chez la famille Dutel-Collin qui conjugue à 4 l'écologie au quotidien sans effort. Pionnière, Besançon continue d'être une ville engagée en matière d'écologie. Depuis 1974 et la création de la première zone piétonne de France, Besançon innove, 2000 vélos en libre service, un réseau de partage de voitures et nouveauté, une redevance incitative sur les ordures ménagères. Plus on jette, plus on paye. La ville incite ses habitants à être écolos. Des aides financières ont même été proposées aux Bisontins qui optent pour des installations solaires ou encore récupèrent l'eau de pluie. 15 familles ont même accepté d'accueillir des poules à la maison, une façon de donner l'exemple et de réduire ses déchets. Nous sommes à Fontain, à 10 km à peine de Besançon. Je rentre tout de suite dans cette jolie maison de bois perchée sur la colline et je sonne. Bonjour. Bonjour Julie, Oh, quel entrez. accueil, merci de m'accueillir chez vous. Alors Anne, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Alors à midi, il y aura omelette au comté et en dessert, on va manger un crumble. Un crumble de pommes. Voilà. Alors qui dit repas dit déchets? Absolument. Là, des épluchures de pommes par exemple, vous allez en faire quoi de ces déchets? Alors on met au compost, mais on ne met pas tout au compost puisque nous on a des poules et il y a une partie de ces déchets qui peuvent être mangés par nos poules. Tout le monde n'en a pas dans son jardin, vous en avez depuis combien de temps? Alors nous, ça fait à peu près 1 an qu'on a des poules ici à Fontain et on a fait partie des familles qui ont fait partie de l'opération des poules pour mes déchets. Le syndicat vous a confié des poules? Voilà, opération pilotée par le CIBER, c'est le syndicat qui s'occupe du traitement des déchets. Allez, je vous aide à faire la cuisine et puis on ira porter les déchets après avec les enfants aux poules. C'est parti? Je vous prends l'économe, C'est parti. Je laisse le couteau, Voilà. merci. Elles mangent une partie de nos déchets, mais on leur donne du blé aussi. Pas trop de maïs, ça les fait grossir. Et une grosse poule, ça fait pas des gros œufs? Alors, je sais pas, mais... En fait, les déchets organiques sont pleins d'eau. Ah oui? C'est lourd. Paul, tu veux prendre Allez, le c'est seau? parti. Il est lourd, vas-y. On va voir les poules? Ouais. Allez, on y va. Allez. Alors Laurence, les poules, elles sont tout en Elles bas sont du juste jardin. là plus bas. Et vous avez construit un beau poulailler. Tu lui fais un bisou à ta poule? C'est poule rousse. Alors Laurence, vous avez ce seau de déchets et un peson. Donc on va regarder combien de kilos de déchets on enlève de nos poubelles. Alors vas-y, tu trouves combien? 1 kg et 900 grammes. Laurence, 1,9 kg de déchets que vous n'allez pas mettre dans votre poubelle. Voilà. Et ça veut dire des économies pour vous. Des économies puisque nous avons la redevance incitative qui est en place depuis cet été. Donc notre intérêt, c'est d'avoir des poubelles les plus légères possibles. Moins on jette, moins on paie. C'est exactement ça. Elles ont faim? Mais dès qu'on leur amène quelque chose... Allez Rouen, on regarde s'il y a des œufs dans ce poulailler. Oh, c'est dur. Est-ce qu'il y en a? Il y en a combien? On a deux. Deux œufs pour faire des omelettes. Voilà. C'est chouette ça, hein? 2 œufs de nos poules. On dit merci les poules. Tout ça, c'est que des œufs du poulailler? Voilà, ce sont les œufs des poules.
Les enfants, et ils aiment bien les œufs parce que... Ah, eux, ils adorent les œufs, ouais, ouais. Avec de la cancoyote. Ça, c'est bien du coin. Tu viens t'asseoir, Paul Rosset? À table. C'est pas des œufs achetés, hein? Ah bah non, ah bah ça risque pas. Allez, je te sers. Au moins, celle-là, elle est écolo. Ça, c'est une omelette écolo, ouais, t'as raison. Il faut manger pendant que c'est chaud. Hein. Laurence, des poules, des toilettes sèches, des panneaux solaires, une chaudière à bois, vous en finissez pas de faire des installations pour de l'écologie? Alors, c'est surtout que rendre une maison plus écologique, c'est aussi la rendre plus économique. Nos factures de poubelles sont moins importantes, le chauffage, on paye moins. Donc, quelque part, une maison écologique est aussi une maison économique. Quand on entend les gens, on se dit que l'écologie, c'est une contrainte au quotidien. Pour vous, ça a l'air d'être quelque chose de simple. Oui, il y a des petits gestes. Aller fermer les poules tous les soirs, oui, c'est une contrainte, mais c'est pas si insurmontable que ça. Et quand on va chez quelqu'un, on remarque par exemple que la chaudière à fioul se déclenche en plein été pour l'eau chaude. Bon, on se dit, c'est dommage de... Voilà. Besançon et la région mènent beaucoup d'initiatives en termes d'écologie. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans une région verte? Oui, on peut dire que Besançon a pris depuis un certain nombre d'années des mesures en faveur de la préservation de l'environnement. Mais le chantier est loin d'être terminé. Il y a encore plein d'initiatives à prendre sur les lieux de travail, partout. On peut essayer peut-être de gaspiller un peu moins de nourriture. Je pense aux restaurations scolaires où on va mettre à la poubelle des quantités énormes de nourriture. Et on ne peut même pas nourrir les animaux avec parce qu'il y a des normes et on n'a pas le droit de... On peut faire bien mieux encore, voilà. Et on va faire la photo parce que c'est la tradition. Avant de se quitter, on fait une petite photo en famille puisque le papa nous a rejoints devant votre belle maison. C'est naturel. Naturel, allez. Cheese. Et voilà, c'est parfait. Merci. On ne pouvait pas terminer cette émission sans vous faire découvrir ce tout nouvel ensemble architectural sur les bords du Doubs. D'un côté, le conservatoire régional avec ses 1800 élèves et presque autant d'instruments. De l'autre, l'art contemporain. On se quitte sur ces images et cette chorale d'enfants. À bientôt pour une nouvelle balade dans une ville méconnue. Jericho, Jericho.